Culture Soccer. Bonjour, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de CSA l'érable, le podcast 100% consacré au soccer canadien. Comme d'habitude, un de vos hôtes, Adi Raphaël, et je suis rejoint par mon co-hôte, notre ami Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien? Salut Adi, ça va bien, merci, et toi? Ouais, ça va super bien. Il fait super chaud aujourd'hui, mais je suis prêt pour parler de nouveau de soccer canadien. Et on a l'honneur de recevoir notre ami Marc-André. Marc-André, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, vous? Ouais, ça va super bien, ça va super bien. Écoute, je pense que la meilleure des choses, ce serait que tu te présentes à nos auditeurs, parce que moi, j'ai du mal à trouver les mots. Je sais que tu es un gros supporter de la CanPL. Parle-nous un peu de ton amour pour le soccer. Comment tu es devenu supporter de la CanPL et parle-nous aussi d'où tu viens. Tu es à peu près dans quel coin au Québec? Oui, je vais commencer par quel coin au Québec, dans les cantons de l'Est, plus précisément à Cowansville. C'est mi-chemin Sherbrooke-Montréal, pour les gens qui ne savent pas. Sinon, l'amour du ballon rond, ça date d'un moment que j'ai découvert ça avec des amis français à l'époque de la Coupe du Monde en 2006, mais je connaissais le sport avant ça. C'est là que j'ai été plus introduit. Ensuite de ça, de fil en aiguille, j'ai suivi l'Impact, l'arrivée de la CanPL, la PLSQ en 2012-2013. Là, je ne suis plus certain de l'année exacte. Parfait. Donc, tu suis aussi la CanPL et la PLSQ, l'Impact, donc un peu de tout ce qui touche au soccer canadien, alors. Oui. Parfait, excellent. On va rentrer dans le vif du sujet avec toi, Marc-André. J'aimerais que tu nous dresses un peu un portrait du soccer à Sherbrooke ou en Estrie. Parle-nous un peu de qu'est-ce qui se passe dans ta région et à Sherbrooke. Parce que on connaît un peu ce qui se passe un peu à Montréal. On en parle assez souvent, Daniel et moi. Mais parle-nous un peu de ce qui se passe de ton côté du Québec. Oui, en Estrie, c'est quand même un sport populaire. On a pu voir différents joueurs et joueuses monter à des niveaux très élevés. Je prends exemple José Bélanger à Quaticook, qui est originaire de là. Moi, j'ai travaillé à Quaticook pendant 3 ans et demi. J'ai pu assister à la Coupe du Monde avec les gens là-bas. Coupe du Monde, excusez-moi, les Jeux olympiques en 2016. Petite différence. Oui, petite différence, petit lapsus aussi. Au niveau féminin, bien entendu. Et c'est quand même un événement qui avait marqué une communauté. Également, c'est un sport qui est en constante évolution. De plus en plus de joueurs de talent qui émergent aussi de l'Estrie. Sherbrooke, Magog, je pense que c'est des endroits à surveiller. Maintenant, c'est comment que ça peut prendre de l'ampleur. Est-ce que le marché est au rendez-vous à soutenir un club professionnel? On n'est peut-être pas rendu là, mais avec le temps, ça va finir par se placer. Parfait. Daniel, ton avis sur le soccer à Sherbrooke et en Estrie? Eh bien, moi, je trouve que la ville peut au moins supporter, la ville de Sherbrooke, là, surtout via le Mistral, peut au moins supporter un club de PLSQ. Là, je sais que le club avait cette ambition avec des bons résultats au 3A, avec un directeur technique qui était ambitieux. Il parlait même de Canadian Premier League. Là, maintenant, le club a revu un peu ses ambitions à la baisse. Mais je pense que la PLSQ, ça doit passer par les grandes villes du Québec, puis Sherbrooke en fait partie. C'est même pas une question, là. Je veux dire, il y a une université, il y a un cégep, il y a même 2 universités dans la région des cantons de l'Est. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est pas impossible d'avoir un club, au moins PLSQ. Pour la Canadian Premier League, s'il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent, ça peut aller très vite, c'est sûr. Sinon, peut-être dans une éventuelle Division 2, ça semble correspondre davantage au profil recherché. Oui, effectivement, tu as parlé un peu du Mistral de Sherbrooke. Bien évidemment, on savait qu'il y avait ces ambitions-là de rejoindre la CanPL à un moment donné avec Vincent Orsida, l'entraîneur français, puis qui, malheureusement, son contrat n'a pas été renouvelé. Directeur technique même. Oui, entraîneur et directeur technique, bien évidemment, il n'a pas été renouvelé. Bon, après, il est parti vers d'autres projets.
d'autres cieux, d'autres projets. Et je pense qu'en date d'aujourd'hui, il est directeur sportif adjoint du club de soccer de Boucherville. Donc bref, il y avait cette ambition-là, puis malheureusement, il s'est avéré que ce n'était pas encore faisable. Est-ce que tu penses, toi, Marc-André, je sais que tu l'as mentionné en quelques mots un peu plus tôt, mais tu as dit comme quoi vous n'en êtes pas encore là pour un club en PLSQ ou même en CanPL. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Je dirais plus club professionnel pour la CanPL. Je pense que la PLSQ tout à fait réaliste. Okay. Déjà, à Sherbrooke, il y a un stade avec l'université de 3350 places. Là. Je ne les ai pas comptées une à une, mais je vais avec le site de l'université. Je pense qu'il y a déjà un endroit qui pourrait être intéressant. Il y a déjà d'autres parcs qui sont déjà utilisés, qui pourraient être utilisés. Il y a déjà une base, je pense, que le Mistral pourrait utiliser. Maintenant, au niveau financier, c'est sûr que la COVID a peut-être changé les cartes pour beaucoup de clubs au Québec. Maintenant, c'est de voir les décisions qui vont être prises au courant des prochaines semaines pour comment ça peut se réorganiser. Ouais, non, c'est sûr. La COVID, comme tu l'as dit, a fait brasser un peu le monde du soccer au mondial. Hein? C'est pas juste au Canada, partout. Alors, on va voir que si jamais ça va changer les choses ou il y a beaucoup de choses qui vont changer. On va voir dans quelle direction le soccer va aller déjà au Canada. En tout cas, on a hâte de voir la suite parce que je doute très fort que ça disparaisse en tout cas. Bon, bref, passons à la prochaine question. Et on a parlé un peu de la possibilité peut-être de voir un club de la PLSQ. On sait que la ville de Sherbrooke a fourni plusieurs joueurs qui sont déjà passés, par exemple, par l'Académie de l'Impact de Montréal, juste pour en nommer quelques-uns, comme Vincent Lamy, Daniel Kinoumbe, Jérémy Cagnon-Laparé. En tout cas, il y en a beaucoup. Est-ce que tu penses qu'il y a un vivier pour avoir plus de joueurs issus de la région, ou est-ce que tu penses qu'un club de PLSQ va faire en sorte qu'il y a de plus en plus de joueurs qui vont peut-être choisir cette voie-là de jouer en tant que semi-pro, ou peut-être même choisir la voie professionnelle, parce qu'on sait que quand tu choisis la voie semi-professionnelle, à un moment donné, tu as quand même une plus grande visibilité pour même un monde professionnel. Est-ce que tu penses que ça pourra encourager des personnes à choisir cette voie-là? Oui, oui, tout à fait. Déjà, au courant des 48 dernières heures, il y a 2 Sherbrookois qui ont signé en PLSQ à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense que ça pourrait être tout à fait une avenue là, au niveau local à Sherbrooke. Et en plus, avec 2 universités, je pense qu'il y a de quoi faire aussi, là, et un cégep. Je pense qu'il y a quelque chose dans le milieu là, qui pourrait être exploité tout à fait pour la PLSQ. Et en même temps, permettre aux espoirs d'être une espèce de tremplin pour l'Estrie vers le niveau professionnel. Là. Je pense que tout à fait, ça pourrait servir à ça. Parfait, excellent. Mais Daniel, j'aimerais que tu m'en parles. Marc-André vient juste de parler de ces 2 joueurs-là qui ont fait le saut aux Celtics de Haut-Richelieu, pardon, avec Michael Fontaine et Vincent Lamy. Vincent Lamy, j'aimerais qu'on parle un peu plus de ce joueur-là qui avait signé à Halifax Wanderers l'année passée en CanPL, qui a joué très très peu. Je sais qu'il a été blessé pendant un moment. Est-ce que c'est un changement de direction pour toi qui est quand même assez douteux de voir Vincent Lamy passer du monde professionnel au monde semi-professionnel? J'aimerais avoir ton avis, Daniel, là-dessus. Eh bien, j'imagine qu'il y a pas, s'il avait pu rester dans le monde professionnel, il l'aurait fait. Comme dans l'année passée, il a été dans l'équipe, au classement cumulatif, l'équipe qui a été le moins bien classée. Il n'a pas joué beaucoup. Donc, je vois difficilement comment un autre club l'aurait signé. Michael Fontaine, lui qui était l'année passée dans l'Académie de l'Impact de Montréal, il avait fait des essais. Le Celtics sur Richelieu avait indiqué qu'il avait fait des essais avec York 9, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est sûr que s'il y avait un club à Sherbrooke, probablement qu'ils auraient eu leur place. Mais là, malheureusement, il n'y en a pas. Puis d'ailleurs, par rapport au fait que les Sherbrookois vont à Saint-Jean, c'est parce que le Celtics de Richelieu, c'est une équipe d'expansion en PLSQ, puis c'est l'équipe géographiquement la plus proche de Sherbrooke. Donc, c'est normal qu'il y ait même beaucoup de joueurs qui étaient en LSEQ qui risquent de se joindre. C'est ce qui craignait un peu
qui est comme une exode, puisqu'ils attendaient qu'il y ait une équipe de PLSQ à Sherbrooke. Puis à un moment donné, quand il n'y en a pas, ben, ils vont aller offrir leur service dans la région la plus proche. Puis là, ça donne qu'il y a une nouvelle équipe dans la région la plus proche. Dans une région relativement proche. Là. Donc, je pense qu'avec des Vincent Lamy, des Michael Fontaine, il y a de quoi faire du PLSQ CanPL. Et quand même, facilement, il y a eu 5 joueurs là, de Sherbrooke, ça c'est ceux que je connais, là, qui sont passés par l'Académie de l'Impact de Montréal. Il y a aussi le frère de Melitan Guia qui joue avec les Rouges et Or. Il nous en avait parlé, comment il s'appelle, l'entraîneur des Rouges et Or. J'ai un blanc. Samir Grib? Oui, Samir Grib, exactement. Ouais, exactement, Merci. quand il est venu au podcast. Effectivement, ils en avaient parlé à notre podcast qu'il avait de l'ambition, qu'il étudiait en pharmacie à l'Université Laval. C'est sûr qu'il avait de l'ambition de devenir professionnel comme son frère. Donc, Vincent Lamy, actuellement, lui souhaite bonne chance. Puis je suis un peu déçu parce que je sens qu'on lui a pas vraiment laissé sa chance l'année passée. C'est là d'où venait ma question, en fait, Daniel, c'est que je regarde un peu le nombre de minutes qu'il a joué, parce que si tu regardes un peu, tu vois qu'il a joué 7 matchs avec les Wanderers, bon, 3 matchs en championnat canadien, 4 matchs en première ligue canadienne. Par contre, en tout, sur les 7 matchs, il a joué 186 minutes. On s'entend, ça fait l'équivalent de 2 matchs, en fait. Donc, il est rentré souvent en tant que remplaçant. Et je pense que c'est exactement ça. Je trouve qu'il n'a pas eu sa chance. Après, j'ai cru comprendre qu'il a été blessé pendant un moment. C'est peut-être pour ça. En plus, il est tellement jeune et c'est ça que je comprends pas. C'est un joueur qui a maintenant 20 ans. Est-ce que tu penses, par exemple, Marc-André, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que Vincent Lamy, par exemple, pourrait un peu rebondir à un moment donné, peut-être avoir une super bonne année en PLSQ, puis après se retrouver un autre contrat en CanPL? Je pense que ça peut être une option réaliste. Il y a des joueurs qui étaient en PLSQ l'année dernière qui ont rebondi et qui s'en allent en CanPL, et même certains, surtout un, réussit à avoir un long camp à Vancouver en MLS. Je pense que tout est possible, surtout à un jeune âge. C'est pas, je pense que c'est dans les cartons, puis je pense que c'est dans la volonté de Vincent Lamy de pouvoir rebondir et de retourner en CanPL ou même à un autre niveau. Exactement. Déjà, j'aimerais lui souhaiter joyeux anniversaire. Son anniversaire, c'est dans 2 jours. Je suis en train juste de voir maintenant son profil. Il aura 21 ans dans 2 jours. Voilà, donc pour Vincent Lamy. Une autre question pour toi, Marc-André. Est-ce que pour toi, c'est quoi qui manque à la ville je vais plus parler de Sherbrooke parce que c'est un peu la grande ville, un peu de la région. Qu'est-ce qui manque à Sherbrooke pour avoir un club professionnel? Est-ce que il manque de fans, il y a assez de personnes qui sont intéressées par le soccer. Est-ce qu'il manque un stade? Est-ce qu'il manque un aéroport? Est-ce qu'il manque des hôtels? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque à cette ville de Sherbrooke pour avoir enfin un club professionnel? Parce que je pense que ce serait un succès, moi. Mais toi, pour toi, qu'est-ce qui manque? Côté aéroport, dans la région de Sherbrooke, un aéroport international, c'est dans la politique municipale, c'est quelque chose qui a fait couler énormément d'encre. Fait que je dirais un jour ou l'autre, il va finir par en avoir un. C'est une question de temps, là. C'est un dossier qu'on entend parler depuis, je m'avance, là, peut-être à peu près 10 ans. Fait que ça date pas d'hier. Un stade, comme je parlais, l'Université de Sherbrooke, un stade de 3350 places. Est-ce qu'il y a moyen de la réaménager pour avoir le 6000 de la CanPL? Oui, c'est possible. Je pense que York 9 le fait avec York University en ce moment. Je pense pas qu'au niveau stade, au niveau infrastructure, ça soit un problème. Maintenant, côté investisseur, c'est un sport qui est en progression. Est-ce qu'il y a des investisseurs qui pourraient être là? Là, c'est peut-être la partie la plus difficile. La base, je pense qu'elle pourrait être là, mais elle sera encore à laisser grandir encore. Avec toute la région, je pense que oui, ça pourrait être une base intéressante. Sinon, un aspect que moi je trouve inquiétant en ce moment, même pour peut-être la PLSQ, dans la tribune, qui est le quotidien régional en Estrie, déjà une petite mention le mois dernier que le Mistral avait un manque à gagner de 200 000 $, dans la saison actuelle avec le COVID. Oh, wow. Et même la fermeture du club était peut-être dans les cartons. Quand on parle d'une entrée en PLSQ avec cette situation-là, on est comme dans 2 situations complètement différentes. Je pense qu'au niveau développement de joueurs, la PLSQ
serait un objectif atteignable, mais je peux comprendre que peut-être les gens du Mistral visent à essayer d'éliminer le déficit possible, là. Parfait. Daniel, quelque chose à dire sur tout ça? Moi, je trouve quand même qu'un 200 000 $ de perte, c'est énorme. On avait parlé du Valor FC à Winnipeg qui avait eu à peu près ces pertes-là, malgré en 2019. Est-ce que pour un club qui, même pas un club semi-pro, est-ce que pour toi, c'est surmontable, ce genre de déficit-là? Eh bien, c'est sûr que là, on est dans une situation, je connais pas nécessairement s'il y a du financement public qui va dans le club. Marc-André, toi, c'était de l'information à ce niveau-là? J'ai pas réussi à trouver des informations sur le financement du club. Moi, c'est sûr, j'y étais avec qu'est-ce qu'on voyait par la tribune en ce moment. Oui, j'ai déjà vous dire qu'il y avait des subventions de la ville de Sherbrooke pour le club. Mais de quelle grandeur que c'est, le manque à gagner, est-ce que c'était par rapport au remboursement finalement avec les gens qui sont restés suite que les relances des activités à la COVID? C'est sûr que l'article date du 9 juin. Quelle est la situation un mois plus tard? C'est dur à évaluer, mais c'est sûr qu'il y a un manque à gagner qui peut peut-être ralentir le projet. Effectivement, mais actuellement, c'est sûr qu'un modèle de club semi-pro, ça tend à évoluer parce que on est plus dans l'amateur que dans le semi-pro au Québec actuellement. Moi, je pense que, à mon humble avis, ça doit passer par des partenaires sérieux, que ce soit en PLSQ ou en CanPL, parce que si c'est pour faire une équipe de PLSQ pour la fermer 5 ans plus tard, ça sert à rien de la faire. S'il y a un projet, je pense qu'il faut être ambitieux et viser la Canadian Premier League à moyen et long terme. Puis si ça arrive plus tôt que prévu, pourquoi pas? Comme ça va donner un objectif parce que je pense que rentrer en PLSQ seulement avec pas d'objectif en ligne de mire, ça peut se terminer assez vite l'aventure, malheureusement. Concernant l'aéroport, je pense que ça serait presque un must parce que tous les clubs actuellement à Canadian Premier League ont un aéroport. Je pense pas qu'on peut considérer Montréal comme un aéroport local. Surtout qu'il y a déjà un aéroport à Sherbrooke. Donc, est-ce que ça peut aider le dossier de l'aéroport? Peut-être pas international, mais au moins pour faire des vols jusqu'à Victoria, Edmonton, Calgary, des vols nolisés avec WestJet, qui est le partenaire de la Ligue. Je pense que ça serait très, très important, surtout qu'il y a quand même des fois des voyages dans un court laps de temps. Donc, je pense que c'est un ingrédient essentiel. Après ça, pour les partenaires corporatifs, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens de la région qui sont riches, là. C'est une région aussi du tourisme, de luxe. L'année passée, un couple américain très riche que je n'aimerais pas qui est allé dans les cantons de l'Est. Donc, actuellement, je pense que l'argent, ça peut venir, mais il va falloir que des gens le sortent. Là, c'est des fois un problème au Québec dans les projets sportifs. Pour le stade, je sais, Marc-André, que tu m'avais parlé qu'il y avait quand même tu connaissais bien au niveau du stade, là, qu'il y avait possibilité de l'agrandir pour un peu se conformer à ce qu'il y a dans la ligue, là, autour de 5 000, 6 000 actuellement, là. Donc, après ça, il faut que les gens viennent. Dans une ville comme Sherbrooke, qui correspond à un marché un peu inconnu au niveau professionnel, parce qu'il n'y a pas de club professionnel, tout sport confondu actuellement, je pense que passer par la cage PLSQ, c'est carrément... Par la cage, pardon. C'est loin d'être une cage. Petit lapsus. Passer par la case PLSQ, je pense que c'est carrément une obligation, là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ça serait mieux que de faire des projets de matchs amicaux comme il y a eu à Halifax avant le début de la Ligue, comme il y a eu à Saskatchewan. En Saskatchewan également, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est nécessaire de passer par la PLSQ pour aller en CanPL pour une ville comme Sherbrooke? Toi, Marc-André, t'en penses quoi? Je pense que oui, c'est un passage obligé. Je pense que ça permettrait aussi de voir, de développer le marketing derrière ça à plus petite échelle et à plus petit coût. Coût d'entrée en PLSQ, on parle de 10 000 $. Coût d'entrée en CanPL, on parle de 10 millions. Fait en termes d'essai, je pense que c'est peut-être moins risqué la PLSQ pour commencer. Je pense que ça permettrait de raffermir une base. Il y a déjà un stade qu'on n'a pas besoin de toucher, qu'on peut jouer avec déjà 3000 personnes. Je pense pour un match de PLSQ, si on réussit à avoir une base fidèle de 500 de gens partant,
on touche quelque chose, là. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et je sais quoi, je suis complètement d'accord avec Marc-André parce que, pense-y, t'es pas dans un marché qui a pas essayé encore. Donc, ils ont quand même essayé un peu, le Mistral a quand même essayé de montrer la voie. Donc, si jamais il y avait eu cet intérêt direct, comme dans les autres villes qu'on a mentionnées un peu plus tôt, par exemple en Saskatchewan, on a déjà vu comme quoi il y avait quand même un bon... il y a beaucoup de personnes qui sont en train de suivre le mouvement d'une certaine expansion en Saskatchewan. On en avait parlé, Daniel et moi, un peu plus tôt sur CSL Érable dans un autre épisode. Ce qui n'est pas le cas encore à Sherbrooke, selon moi. Si tu regardes un peu à Sherbrooke, avec ce qui se passe avec le Mistral, ça n'a pas trop marché. Même quand ils ont annoncé que leur but, c'est d'aller en CanPL, on n'a pas vu un boost énorme de la part des Sherbrookeois. Donc, pour moi, je pense qu'il faut aller étape par étape. Au lieu de mentionner la CanPL, commençons par la PLSQ. À partir de là, tu essaies déjà de construire un peu une fan base, comme on dit. Excusez-moi pour le terme anglophone. Mais tu construis un peu une fan base et tu arrives à ce moment-là avec un projet beaucoup plus viable pour le passer au prochain niveau, qui serait à ce moment-là la CanPL. En tout cas, c'est mon avis à moi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Daniel. Bien, non, ben, vous avez fait pas mal le tour, là. Je pense que c'est effectivement, puis je pense que le bassin de population, il ressemble un peu à celui de plusieurs villes dont on a parlé ou que même dans la Ligue actuellement, là. Donc, pas vraiment une question de population. C'est plutôt voir l'intérêt de la population locale et également, bien sûr, l'argent. Comme on l'a vu à Saskatoon, tu l'as dit, Hadi, il y a un intérêt local, mais aussi c'est parce qu'il y avait eu quelqu'un qui était prêt qui a démontré l'intérêt pour mettre de l'argent, qui a même organisé des matchs amicaux. Donc, c'est sûr que ça motive un peu la population. Si tout est basé par un club qui est tellement les reins, qui est tellement fragile que quelques mauvais mois et on a un déficit de 200 000 $, ben, c'est pas la même chose, là. C'est sûr, c'est un peu différent. Je veux juste un peu arriver au fait, et tu en as parlé assez doucement, Daniel, à propos de ce genre de projet. Est-ce qu'il y a des rumeurs maintenant qui parlent d'un projet d'expansion, que ce soit en PLSQ, soit en CanPL? Est-ce qu'il y a d'autres rumeurs depuis le Mistral, Marc-André? Pour Sherbrooke, il n'y a rien vraiment qui semble indiquer qu'il pourrait avoir une expansion au niveau en tout cas de la CAMPL, non. PLSQ, probablement qu'il va avoir une expansion. Le Mistral a appliqué dans le programme de reconnaissance des clubs pour avoir une reconnaissance nationale, ce qui est dans les critères qui demandent d'avoir un club professionnel ou semi-professionnel. Fait qu'automatiquement, c'est sûr que peut-être plus à moyen terme, il pourrait avoir quelque chose à ce niveau-là. Sinon, il n'y a pas vraiment de bruit au niveau de la PLSQ pour Sherbrooke. Mais force est de constater que ça devrait être dans les cartons pour suivre les règles du programme de reconnaissance des clubs. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Je sais qu'il y a plusieurs clubs du Québec qui ont fait cette demande-là, dont par exemple le CSMRO, qui a fait ça aussi. Bref, en tout cas, on a hâte de voir ce qui va en découler. Daniel, un dernier mot à ajouter par rapport à tout ça? Oui, par rapport aux rumeurs, ben, il y avait Régent Tremblay qui en avait parlé au Journal de Montréal en 2018. Oui, en juin 2018, il avait dit la CanPL songe également à sonder le marché de Sherbrooke. Donc, c'est la seule information qu'on a eue par rapport à ça. Sinon, le commissaire de la Ligue, non, le président de Québec Soccer en avait parlé dans le journal Soccer Québec qu'il y a Sherbrooke qui avait rien à ce niveau-là. Donc, je pense que moi, je leur souhaite bonne chance, que ce soit en Division 1 ou en Division 2. S'il y en aura un jour. Je pense qu'on aura du soccer pro à Sherbrooke éventuellement. Mais commençons par la PLSQ. Là, si c'est pour avoir un projet avec des ambitions, ça peut se faire avec un échéancier clair sur plusieurs années. Donc, je leur souhaite bonne chance, là. Peut-être un jour, Marc-André, tu nous inviteras à aller voir un match à Sherbrooke. Là. On passera de prendre à mi-chemin à Cowansville. Pas de problème. Je suis là. Aussitôt que ça va se passer, on pourra s'en reparler avec plaisir.
Parfait, ouais, ce serait extrêmement intéressant. Il y a une chose qui est un peu passée un peu crème, comme on dit. Notre ami Daniel Cameron qui a mentionné un couple très riche qui est parti dans la région. C'est quoi, t'es devenu un journaliste people, Daniel, ou qu'est-ce qui se passe? Tu lis les potins à droite et à gauche ou? Ben, ça avait quand même fait les manchettes à l'époque. Ouais, non, j'avoue. Je voulais juste me moquer un peu de toi, c'est tout. Faire Cool. vos podcasts sur les, sur les potins de l'Estrie. Les potins de l'Estrie, exactement. Marc-André, tu devrais nous en donner quelques petits potins de l'Estrie. Oh, il n'y a pas tant de potins que ça à raconter non plus, là. Disons que des couples avec beaucoup d'argent qui viennent visiter la région, il y en a. Il y en a des plus connus que d'autres, mais Voilà. pas tout est manchette. On veut une liste. Lors du prochain épisode, je veux une liste de ces personnes-là. Bref, passons au prochain. Donc voilà, c'est par rapport au soccer dans la région, en Estrie et à Sherbrooke plus précisément. On va passer un peu avec tout ce qui s'est passé ici dans l'univers du soccer canadien. Il y a plusieurs petits sujets dont on voulait parler. En premier, le gros sujet. Pour moi, c'était pas un gros sujet, mais pour plusieurs personnes, c'était un gros sujet. Finalement, pour la Coupe du Monde 2026, il y a eu un communiqué qui est sorti, comme quoi il y avait juste 3 villes qui pourraient recevoir des matchs de la Coupe du Monde 2026 au Canada. Et ce serait Montréal, Toronto et Edmonton. Vancouver et en dehors ne fait plus partie des villes. Pour moi, c'est pas une grosse surprise parce qu'il y a un an déjà, ils en parlaient comme quoi les contribuables de la Colombie-Britannique avaient demandé à ce que la ville ne participe pas du tout à recevoir des matchs de Coupe du Monde. Parce que j'avais trouvé ça un peu choquant de mon point de vue à moi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque? Je vais commencer en premier par notre invité Marc-André. Est-ce que tu as été choqué par cette annonce-là? Étonné, mais pas nécessairement choqué. Je peux comprendre les raisons. Par contre, on est habitué à ce qu'il y ait beaucoup de matchs de la sélection canadienne à Vancouver. Fait qu'on s'attend, en tout cas, moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'il soit sur la liste au moins jusqu'à la fin, puis après ça, que les choix tranchants se fassent, mais qu'il soit coupé aussitôt, j'ai été surpris. Parfait, Daniel? Moi aussi, parce que j'avais pensé que ça aurait été une ville intéressante pour faire des matchs, surtout que le climat est quand même clément là-bas et tout, puis c'est orienté vers l'Asie, le stade est quand même grand. Je pensais que ça aurait pu être une ville intéressante, là. Parfait. Et une petite question par rapport à ça. Pour vous, est-ce qu'on verra les 3 villes recevoir chacun 3 matchs, 4 matchs? Ou est-ce que pour vous, ça va se jouer 5 matchs dans 2 villes? Très sincèrement, je vais donner mon avis en premier avant de vous donner la parole. Je doute très fort que ça fasse du 5 matchs, parce que quand tu y penses, les matchs, d'habitude, c'est un groupe qui a signé à une ville. Donc, si c'est un groupe qui a signé à une ville, d'habitude, dans le groupe, il y a 3 matchs parce qu'il y a 4 équipes par groupe. Donc, il y aurait 3 matchs à ce moment-là. Je vois pas comment on pourrait aller à 5 matchs, à part si, à cause du nouveau format de la Coupe du Monde, vu que la Coupe du Monde passera à 48 équipes nationales, c'est possible qu'il y ait des groupes de 5. Je sais pas. Mais je trouverais un peu ça bizarre de voir 5 matchs par ville, sachant que il y a 3 matchs par groupe. D'habitude, on envoie un groupe, on lui dit, OK, tous tes matchs vont être dans cette ville-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais commencer par Daniel cette fois-ci. Je crois que ça va dépendre un peu des projets, comment ils vont évoluer, là, parce que je me rappelle au moment de la candidature, parlait que les villes canadiennes allaient avoir, je crois que c'était comme 2 allaient avoir que des matchs de phase de groupe, puis une allait peut-être avoir des matchs des tours suivants. Ça se pourrait qu'il y ait d'autres villes qui vont retirer leur candidature. Donc, je pense que ça va vraiment évoluer, mais ça se pourrait aussi finalement, on va garder 3 matchs, puis on va donner l'autre à une ville américaine ou mexicaine si on voit que du côté canadien, c'est pas qu'il n'y a pas vraiment de volonté politique pour avoir des stades. Ça se pourrait que ça évolue, je crois, puis que le Canada ait seulement une petite part des matchs.
Ben, on le sait déjà que durant la candidature, le Canada, la candidature était assez claire, il y aura 10 matchs au Canada. Donc, je vois très mal le fait que United 2026 change ça. Marc-André, toi, tu penses quoi de tout ça? Est-ce que tu penses que à la fin, il y aura les 3 villes ou est-ce que tu penses qu'ils vont finalement se revenir à 2 villes et qu'il y a cette possibilité-là? Personnellement, j'ai toujours pensé qu'il y aurait 3 villes. Justement pour des matchs avec des matchs de groupe, de phase de groupe avec 4 équipes. Je me paraissait plus logique qu'il y ait 3 villes dans le lot. Je pense pas qu'on est à 2 villes. Je pense pas que ça serait représentatif de l'ensemble du pays de garder les 2 plus gros marchés, que ce soit Montréal-Toronto. Je pense que dans le cas présent, Edmonton serait aussi quelque chose d'intéressant. Puis il y a quand même une poussée démographique intéressante aussi en Alberta. Là. Je pense qu'il faut en tenir compte. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Te dire très franchement, j'étais en train d'écouter plusieurs observateurs et analystes qui disaient que si jamais il y a 2 villes, ce serait à 100% Toronto, je suis complètement d'accord avec eux par rapport à ça, parce que c'est là où il y a une démographie assez intéressante, et que la deuxième ville se jouerait entre Edmonton et Montréal. Montréal comme étant la deuxième ville où il y a une grande démographie, mais Edmonton qui représente un peu l'ouest du Canada. Est-ce que pour vous, ce serait vraiment Edmonton et Montréal joueraient un peu vraiment la deuxième place? Et pour vous, est-ce que vous êtes aussi catégorique que ça si jamais United 2026 décide d'avoir Toronto et juste une seule autre ville? Est-ce que pour vous, il y aurait vraiment une chaude bataille entre les deux? Ou est-ce qu'il y a une des 2 villes qui a une petite avance, Marc-André? D'un point de vue démographique et de population, je pense que Montréal aurait une certaine longueur d'avance. Ouais. Par contre, je trouverais ça dommage qu'on en fasse ce choix-là. Je pense que pour des raisons culturelles et des raisons pour représenter l'ensemble du pays, je pense que ça prend les 3 villes. Définitivement, Edmonton et Montréal ont leur place. Toronto, c'est sûr à 100%. Là, même si on n'est peut-être pas fan nécessairement de leur équipe sportive, on peut reconnaître que c'est une ville qui est très importante au Canada. Là. Ouais, non, je suis d'accord. Daniel? Eh bien, moi, je pense que du côté d'Edmonton, je me rappelle la Coupe du Monde féminine U17, je crois, qu'il y avait eu au début des années 2000, au milieu des années 2000. Le public a montré qu'il pouvait être là. Ils ont l'avantage d'avoir un stade très grand qui est prêt tout de suite. Donc, je pense que la bataille peut être serrée. Là. Du côté de Montréal, il va falloir montrer que le stade olympique, ça peut être du sérieux ou sortir un stade de nulle part. Parce que c'est sûr que ça ne sera pas au stade Saputo. Donc, je suis un peu réticent. Moi, je pense que d'un point de vue géographique, démographique et émotif, ça serait Montréal. Il y a plus d'infrastructures, aussi même économique, parce qu'il y a plus d'infrastructures hôtelières à Montréal. C'est plus proche de l'Europe. Mais d'un point de vue, c'est sûr, de représentativité, ce serait bien d'avoir Montréal, Toronto, puis une ville dans l'Ouest, que ce soit, là, ça peut être Vancouver, mais là, ça serait Edmonton. Donc, je pense que si on veut bien, comme a dit Marc-André, représenter le Canada sous divers coutures, ben, ça serait bien d'avoir un peu de diversité dans le choix des villes. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, on verra. On a hâte de voir. La décision sera prise en 2021. Donc, juste pour nos auditeurs qui écoutent et qui veulent savoir quand est-ce que cette décision sera prise, ben, c'est bientôt, l'année prochaine. On attend ça et on suivra ça, bien évidemment, sur CSL Érable. On passe au prochain sujet. J'aimerais qu'on en parle parce que c'est assez intéressant. Daniel, tu avais écrit un article sur pourquoi les clubs de CanPL devraient avoir une académie. Tu avais écrit une chronique là-dessus sur Culture Soccer. Je vous conseille d'aller la lire sur culturesoccer.com. Puis là, on voit que Pacific FC a comme peut-être un peu lu ton article, mais en tout cas, ils ont fait les choses pas en fondant leur propre académie, mais en allant déjà s'entendre et faire un partenariat avec Wave, qui est une académie avec qui le Pacific FC
va prendre, je pense, en charge toutes les équipes entre les U13 et les U18. Daniel, tu penses quoi de ce move de la part de Pacific FC? Moi, je trouve que c'est très intéressant comme stratégie. J'étais vraiment content d'apprendre ça. Puis c'est drôle parce que là, il y a à peu près un an, un peu plus d'un an même, je me rappelle plus si c'était Rob Friend ou Josh Simpson qui avait été invité à Purple Rain, le podcast sur le Pacific FC de Xav qu'on salue d'ailleurs, et de PFC Ontario. À l'époque, il avait dit que il pensait pas que les académies soient le modèle préconisé par le club. Mais pour avoir joué en Europe, il considérait que c'était quelque chose qui était intéressant. Là, actuellement, je pense que peut-être, moi, je m'étais fait peut-être piéger à l'époque, mais finalement, peut-être qu'il voulait tout simplement dire que... C'était Rob Friend, pardon, c'était bien Rob Friend, c'était le deuxième épisode de Purple Rain à l'époque. Il avait dit qu'ils auront plutôt d'autres stratégies en tête. Puis là, beaucoup faisaient des blagues que la stratégie, c'était de prendre les joueurs que les Whitecaps, l'Académie des Whitecaps ne signe pas. En fait, finalement, ce qu'il voulait dire par là, c'était de pas commencer une académie from scratch, comme on dit en anglais, partir de zéro, mais plutôt prendre une académie qui est déjà existante, parce que je sais que c'est un sujet un peu qui sème un peu la controverse au Canada, parce que les académies comme à Edmonton ou ailleurs, des fois, ça a un peu une portée cannibale. Ça fait en sorte que tous les clubs de la région perdent leurs meilleurs joueurs et au lieu d'être dans la coopération, on rentre dans la rivalité, puis c'est pas du tout ça l'objectif de la Canadian Premier League. Donc, de prendre le contrôle d'un programme qui marche déjà, qui existe déjà, et je sais pas, on connaît pas tous les détails, mais on sait que le club, normalement, va fournir du staff, va former du staff dans cette académie. Je pense que c'est intéressant, surtout que l'île de Vancouver a un bassin de population limité. Donc, je pense que plus le bassin est petit, plus c'est nécessaire d'avoir une académie pour deux raisons. Une des raisons, c'est parce que on peut pas en échapper, donc il faut vraiment prendre tous les meilleurs joueurs qu'il y a et les former. Et deuxièmement, quand on a une académie dans une région avec un bassin limité, ben une académie, ça fait en sorte que des gens hors de ce bassin-là vont aller. J'ai vu l'année passée, il y avait un joueur de la Nouvelle-Écosse qui est allé dans l'académie de Calgary Foothills à 14 ans, je crois. Donc, ça permet un peu de devenir une référence dans la région. Puis surtout que Pacific FC n'a pas beaucoup de joueurs qui viennent de l'île de Vancouver. Là. Beaucoup viennent de la Colombie-Britannique, mais viennent surtout de la région de Vancouver. Donc, avoir une académie dans la région et une présence locale beaucoup plus importante, je pense que c'était nécessaire pour le club. Là. Vaut mieux que ça arrive, vaut mieux tôt que tard. Là. Effectivement. Marc-André, ta réaction par rapport à ce partenariat? Ben, je pense que c'est un modèle gagnant-gagnant. Les deux gangs à collaborer ensemble. Je pense qu'il y a un modèle à développer qui est intéressant. Au lieu d'avoir un modèle plus à l'européenne où est-ce que le club gère tout de A à Z, je pense qu'au Canada, on est en train de développer un modèle qui est différent, même si le FC Edmonton a déjà sa propre académie, que les clubs en MLS ont déjà leur propre académie. Pourquoi pas essayer de développer un modèle qui est différent? Non, je pense que c'est quelque chose qui est de bon augure et qui devrait aider à développer le soccer et sa culture sur l'île de Vancouver. Moi, ce que j'adore dans tout ça, très sincèrement, c'est que j'ai comme l'impression que le Pacifique est en train de faire une certaine pression aux Whitecaps de Vancouver. Et c'est ce que j'aime un peu, parce que non seulement ils ont ils ont pris le contrôle des équipes en 13 et 18 ans masculines, mais aussi les féminines. Et on connaît un peu ce qui s'est passé du côté
du côté des Whitecaps, du côté féminin. On est, je pense, pour ceux qui n'ont pas écouté et n'ont pas vu ce qui s'est passé, je ne sais pas où vous étiez, mais il y a eu beaucoup d'abus. Je vous conseille d'aller voir, d'aller écouter le podcast de Étienne Boutillier et Stéphanie Radzicensky, j'ai du mal à dire son nom de famille, où ils parlent bien évidemment des abus qui ont été faits aux Whitecaps du côté féminine. Et moi, je trouve ça assez intéressant. J'aime ce côté-là. Ça a l'air qu'ils sont en train de construire quelque chose, non seulement du côté masculin, mais aussi du côté féminin, n'est-ce pas, Daniel? Effectivement, ça pourrait se tourner vers cette optique-là. Moi aussi, quand j'ai vu ça, j'étais content parce que ça montre une éventuelle percée du côté féminin, du côté du Pacific FC, là. Donc, on verra bien. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le club quand même progresse rapidement. Là. Il y a la construction d'un centre d'entraînement qui est le plus gros de la province. Là. Même les Whitecaps de Vancouver, on n'a pas un aussi gros, là. J'ai été le visiter d'ailleurs il y a quelques mois avec Xavier. Donc, petit à petit, le club fait ses marques dans la région et même dans la province. Là. Ça met une pression positive sur les Whitecaps de Vancouver, je crois. Effectivement. Bref, très bonne nouvelle, je pense, ce partenariat. On passe aux prochaines nouvelles. C'est Yorkline FC, le club ontarien, qui a libéré leur leur joueur international. Il n'a pas joué avec l'équipe nationale, mais le Péruvien Adrián Ugaritza, et qui a signé un contrat avec le joueur universitaire Isaiah Johnston. Assez drôle parce que Ugaritza n'a pas encore joué une seule minute sous les couleurs de Yorkline FC. Par contre, j'ai bien aimé un peu le geste du club parce que Ugaritza est venu lui-même parler au club en lui disant que il y a de l'intérêt au Pérou et à cause de la situation actuelle particulière par rapport au Covid, il a demandé voir si jamais le club pouvait le libérer de son contrat. Puis il y a eu quand même une entente, un consentement mutuel entre les deux. Je pense que c'est un move assez gentleman de la part de Yorkline FC, n'est-ce pas, Marc-André? Oui, c'est un move surprenant. Surtout à lire dans les nouvelles. On s'attendait à ce que ce soit un joueur vedette pour l'équipe. Maintenant, son départ est plutôt surprenant pour le York 9. Par contre, je peux comprendre les raisons de vouloir quitter. Ça va tout à fait de soi. C'est un move de gentleman pour le York 9. Par contre, la signature de le remplacer par un joueur issu des rangs universitaires peut être risqué. Par contre, quand on regarde leur effectif, il y a quand même des joueurs très intéressants au niveau de l'attaque, là. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et Daniel, quelque chose à dire par rapport à ce move de la part de Yorkline FC? Bien, je trouve que c'est vraiment correct de leur part pour Ugaritza. Il faut dire aussi qu'il y a eu l'arrivée de Telfer qui fait en sorte que c'est moins grave. Ben oui, c'est sûr, ça aide. Exactement. Là, après, il y a la situation, ils ont dit justement que vu à cause du COVID, ça aurait été compliqué de le prêter au Pérou, donc c'est mieux qu'il réside encore. Je sais pas pourquoi, mais des fois, vous ne pouvez pas comprendre. Peut-être d'un point de vue administratif, peut-être qu'il faut que des gens se déplacent ou. Ouais, je pense plus que c'est ça. Je pense que c'était un déplacement de personnes. On ne sait pas. On n'a pas eu d'informations par rapport à ça. Par contre, il y a une chose que dans le comité du club qui dit que le joueur a besoin de jouer à cet âge-là. Donc, est-ce que c'est possible que le joueur est venu dire, écoutez, ça a l'air que la CanPL, ça commence pas. Moi, j'ai besoin de jouer. Je suis encore jeune. Il a quoi, 18, 19 ans. Donc, j'aimerais retourner. J'ai une opportunité au Pérou. Puis, voyant le fait que le joueur n'était plus vraiment intéressé, il doit y avoir aussi des raisons familiales, personnelles ou quoi que ce soit. Ils ont dû trouver ce commun accord, n'est-ce pas? Ouais, il y a sûrement un peu de tout. Comme tu as dit, la Ligue n'a pas repris. La saison va pas durer longtemps non plus. Donc, c'est tous des éléments qui font en sorte que ça pourrait sembler mieux de rester là où il est. Puis là, ça laisse la chance. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc là, ça laisse la place à Isaiah Johnston, qui peut-être aurait été seulement un joueur. Il aurait peut-être pu seulement avoir une place en tant que joueur universitaire. Finalement, il se retrouve avec un contrat. Donc ça peut-être cette année, ça lui laissera la chance de s'acclimater au groupe et tout. Parce que là, Yorkline avait déjà pas mal de joueurs signés, fait que je voyais
difficilement comment tu sais, l'année semaine passée, on avait nommé le nombre de joueurs par club, là. Puis je voyais difficilement comment ils allaient faire de la place pour les joueurs universitaires. Finalement, on a la réponse. Ouais, exactement. En plus, c'est un milieu de terrain. Je pense plus central. Donc, ça peut être quand même assez intéressant de le voir là. Il y a quand même quelques vétérans aussi dans cette équipe au milieu de terrain. Donc, il va pouvoir apprendre assez vite. Il a juste 18 ans, hein, Johnston. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir ça. La dernière nouvelle que j'aimerais qu'on discute, ce serait enfin le premier prêt de la part des Whitecaps de Vancouver en CanPL, n'est-ce pas, Daniel, avec Gianfranco Faccineri à l'Atlético Ottawa, n'est-ce pas? Oui, dont Mike Vitulano nous avait parlé de lui quand il était venu. Gianfranco Faccineri disait que c'était un bon espoir en défense pour le Canada, qui vient de l'Ontario, qui est allé avec les Whitecaps. Donc, moi, je suis content de voir que les Whitecaps ont enfin prêté en Canadian Premier League, pas au Pacific FC, mais au moins, ils ont vu que c'est une option intéressante. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais le prêt est jusqu'au 30 septembre. Donc, ça nous donne des indices sur une éventuelle saison de Canadian Premier League. Là, lui, il a 18 ans, vient de Windsor. Donc, je pense que peut-être j'aimerais bien qu'il ait du temps de jeu, là. Je sais pas si c'était prévu dans le prêt, là, mais j'espère que ça lui donnera l'occasion de se montrer et tout, puis que ça peut ouvrir la voie sur d'autres prêts de ce genre pour que des jeunes Canadiens qui n'ont pas de temps de jeu et que les équipes de MLS puissent avoir du temps de jeu en CanPL. Petit à petit, la CanPL va être le passage obligé des jeunes Canadiens, je crois. Exact. En plus, Mike Vitulano, comme l'a dit, nous en a parlé. C'est un défenseur central, 18 ans, qui fait à peu près 6 pieds. Ce qui est quand même assez intéressant avec Faccineri, c'est qu'il était titulaire lors de la Coupe du Monde du 17. Il a joué les 3 matchs en tant que titulaire, mais il était aussi titulaire lors du tournoi de qualification CONCACAF. Et c'est lui, juste pour vous mettre au courant, qui a marqué le but gagnant sur tir de pénalité en quart de finale face au Costa Rica. Donc, c'est grâce à lui que le club s'est retrouvé en Coupe du Monde U17. Bref, c'est quelqu'un qui est capable de supporter la pression. Ça a l'air, vu qu'il a quand même tiré un tir de pénalité quand même assez important. Tu penses quoi de tout ça, Marc-André? Est-ce que c'est quelque chose, c'est quand même excitant de voir que que la jeunesse canadienne puisse trouver une issue du côté professionnel en restant au pays? On n'a plus besoin d'aller en 4e division allemande pour continuer notre cursus pour passer à une carrière professionnelle. On peut le faire au pays, n'est-ce pas, Marc-André? Oui, je pense que c'était exactement le but de la Canadian Premier League et ça a réussi totalement. Là, ce prêt-là est intéressant pour permettre à un jeune de se développer. C'est un prêt à, disons, court terme jusqu'au 30 septembre. J'ai bien hâte de voir l'utilisation qu'il va avoir du côté d'Ottawa. Et je pense qu'on va voir plusieurs prêts comme ça. Et plus que la Ligue, la CPL va prendre de l'ampleur et qu'il va y avoir des nouveaux marchés qui vont se rajouter, ça va être quelque chose qui va être intéressant à voir. Je sais qu'il y a la règle des 5 prêts par club d'MLS pour la CPL. Est-ce que c'est quelque chose qui va être à revoir un jour? Est-ce qu'il va y avoir un marché des transferts entre les clubs canadiens? Bref, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent se dessiner à court et moyen terme. Oui, effectivement. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se décider. En tout cas, c'est très excitant de voir encore la CanPL essayer de donner une chance à ces jeunes joueurs-là de performer et de poursuivre, comme j'ai dit, une carrière professionnelle. Je pense que on a couvert à peu près tout cette semaine sur CSL Rap, à part si, Daniel, tu as quelque chose à rajouter? Non, comme chaque semaine, on va attendre l'annonce pour une éventuelle saison de CanPL. Exactement, on a vraiment hâte à cette annonce-là. En premier, j'aimerais beaucoup remercier Marc-André d'être venu ici à ce podcast de CSL Érable. C'était très intéressant de t'avoir au podcast. Je vous remercie de l'invitation. C'était une expérience aussi qui est agréable, différente que de l'écouter. Participer est encore plus fun, je vous dirais.
Ben, c'est parfait, c'est parfait. Puis quand tu veux, ben, tu nous fais signe, puis tu es le bienvenu ici. Est-ce que nos éditeurs peuvent te contacter? Je suppose que tu es sur Twitter. Est-ce que tu peux leur dire comment ils peuvent te contacter, puis j'essaie de soccer avec toi? Oui, ben, tout simplement, sur Twitter, vous allez me retrouver en commercial, Marc A. Lacroix. Je pense que c'est le plus facile pour me retrouver. Et on peut parler de toutes sortes de sujets, pas nécessairement juste de soccer, mais c'est sûr que ça va être agréable de parler de soccer avec tout le monde. Parfait, excellent. Ben, encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous écouter de semaine en semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CSA l'érable.